Bonjour à tous. Bon, je suis toujours très heureux c'est pas la première fois que je viens ici. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de faire une conférence ici il y a quelques années devant les étudiants. Et je suis heureux, je pense qu'il y en a quelques-uns quand même dans la salle, parce que je pense que si on doit poursuivre l'action qu'on a commencée et la belle initiative donc de Michel de créer son groupe de travail en relation d'ailleurs avec le CTMNC aussi, qui est ici présent avec Monsieur Palix. Je pense que c'est sur la jeunesse qu'il faut effectivement s'appuyer pour avancer dans cette idée d'utiliser des matériaux naturels. Alors bien sûr, on va parler ici beaucoup de la pierre, mais vous verrez que dans notre travail, depuis maintenant, pour moi, presque une quarantaine d'années, nous travaillons et nous utilisons principalement les matériaux naturels. Bon, il m'est arrivé de commettre des choses en utilisant des procédés très énergivores, puisque c'est cette question-là qu'il faudra débattre aujourd'hui, de savoir effectivement les bilans carbone des bâtiments. C'est ce qui va demain déterminer notre action en tant qu'architecte. Alors, je m'excuse, je suis un petit peu décalé, là j'arrive d'assez loin. Je vous montrerai d'ailleurs ce que je fais aussi, pas simplement en pierre, mais quand même, immédiatement, je vais vous montrer pourquoi j'en suis venu à la pierre. Alors je vous montre le pont du Gard, je pense que vous connaissez tous le pont du Gard, que vous l'avez tous visité, regardé, étudié. En réalité, c'est pas le pont du Gard qui m'intéressait à ce moment-là, c'était le Gardon, c'est-à-dire l'eau qui passait dessous, où j'allais me baigner avec mes enfants. Et c'était à cet endroit que j'ai découvert un jour des carrières, les carrières du pont du Gard, qui sont toujours en activité, qui fabriquaient à l'époque des barbecues et des cheminées. Donc c'était un usage, on va dire, très limité. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à penser, utiliser la pierre massive. Et évidemment, cet exemple qui date déjà aujourd'hui de plus de 2000 ans était bienvenu pour me convaincre de l'intérêt d'utiliser ce matériau. Alors, je vais passer très rapidement un peu tous les bâtiments que j'ai pu faire depuis plus de 25 ans maintenant, de sorte à balayer et peut-être vous montrer que ce qu'on fait aujourd'hui est le fruit, bien sûr, d'une très grande expérience déjà acquise sur la construction de bâtiments en pierre massive. Alors, évidemment, Michel a eu le soin de dire qu'il ne s'agit pas de pierre qui est utilisée pour masquer une autre structure porteuse du bâtiment. Il s'agit de pierre qui est là pour porter le bâtiment. Donc nos bâtiments sont portés par la pierre et donc ils agissent exclusivement comme élément de structure. Donc il n'y a pas de béton dedans, il n'y a pas d'acier. Donc je vais être très clair là-dessus parce que c'est un petit peu au cœur du débat et je pense qu'il faudra évoquer cette question. Voilà, alors le premier bâtiment que je l'ai construit pour moi, bêtement. Il s'agit d'une cave viticole construite dans un domaine viticole que je possède dans le sud de la France, en Camargue. Et assez naturellement, je suis allé chercher la pierre du pont du Gard, donc la pierre de Vers exactement, puisque c'est le village où se trouvent les carrières. Et j'ai construit ce bâtiment, ce premier bâtiment en blocs de pierre, des blocs qui font environ 2 tonnes chacun et que j'ai posé moi-même. Et là, c'est une histoire importante parce que, bien entendu, à ce moment-là, alors que l'histoire de la construction en pierre n'était pas si vieille que cela, puisque on pourra en débattre, et je pense qu'ici, il y a des gens qui connaissent quand même l'histoire de la construction en pierre, jusque dans les années 60, la pierre était l'un des matériaux importants de la construction. La reconstruction de l'après-guerre s'est faite beaucoup avec de la pierre massive, donc pierre structurale. Et vous en avez des magnifiques exemples ici à Paris, bien entendu, avec Fernand Pouillon, qui a construit énormément de bâtiments
à des coûts très bas. Et d'ailleurs, ce qui lui a valu les ennuis qu'il a eus, puisque si vous ne connaissez pas Fernand Pouillon, vous pouvez lire bien sûr ses mémoires et ce magnifique livre sur les pierres sauvages, et vous verrez comment Fernand Pouillon a magistralement utilisé la pierre massive, qui était un matériau tout à fait courant de la construction, et j'allais dire bien sûr dans la reconstruction, mais aussi bien avant, puisque la plupart des villes sont en pierre. Ensuite, tout ça s'est enchaîné sur un certain nombre de bâtiments. Grâce à ce premier bâtiment, qui était un bâtiment viticole, il a été publié, il a été même classé parmi les plus beaux chais du monde. Et tout ça m'a attiré, j'allais dire, une clientèle de viticulteurs qui sont venus me voir. Donc ça, c'est un des premiers bâtiments que j'ai construit aussi pour un viticulteur, donc dans la région entre Béziers et Narbonne. Voilà, tout en pierre massive. Comme vous le voyez ici, une toiture en terre cuite. Puis a suivi aussi, c'est une autre histoire encore, un bâtiment pour une communauté religieuse, une communauté orthodoxe, donc qui exploite des vignes pour leur activité, disons, de survie, et qui nous ont demandé de construire ce bâtiment en pierre massive. Construites. Ce sont des moniales orthodoxes qui sont très inspirées évidemment de la philosophie de Pierre Rabhi et qui travaillent dans l'agroécologie. Et bien entendu, un bâtiment en pierre massive était pour elle une solution tout à fait adaptée. Alors après, il y a eu aussi des bâtiments recevant du public, donc c'est pas nécessairement chronologique, hein, puisque ce bâtiment, le centre de formation en Marguerite, a été construit en 1998, donc il y a 22 ans maintenant. On a fêté ses 20 ans l'année dernière, non pas l'année dernière, l'année d'avant, 98, et je peux vous dire que ceux qui sont dans ce bâtiment en sont absolument ravis. Un bâtiment qui demande pratiquement aucun entretien, donc c'est de la pierre massive. Les murs, alors je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire rapidement. En général, quand on construit, nous, en pierre massive, les murs font entre 40 jusqu'à 60 cm de façon courante, mais on peut aussi aller encore plus loin, 80, 100. Tout dépend bien sûr du bâtiment qu'on va construire et des nécessités des charges porteuses qui sont à reprendre. Donc ce bâtiment, ce centre de formation, c'est un bâtiment d'une certaine importance, et je le cite toujours pour anecdote, parce que c'est des questions bien sûr qu'on se pose. On a tous dans la tête, parce qu'on nous a raconté que les cathédrales, fallait des siècles pour les construire, mais on a oublié de dire que c'était souvent par insuffisance de financement. Donc il ne faut pas confondre, disons, temps de construction et techniques de construction qui, au contraire, avec la pierre, sont excessivement rapides. Hein, je le dis, je vais le répéter encore. Voilà, on peut construire très rapidement. Et pour anecdote, ce bâtiment que j'ai construit tout de suite après la cave viticole que j'ai construite pour moi-même, la cave viticole, j'ai mis 3 semaines pour monter un bâtiment de 1000 mètres carrés. Et j'avais jamais monté de la pierre, hein. Je ne suis pas un maçon, hein, mais j'ai appris moi-même à construire. Et ici, pour construire ce bâtiment qui fait à peu près 4500 mètres carrés, eh bien, on s'est trouvé en avance sur le planning, de manière étonnante, parce que ça a surpris tout le monde. Mais le montage de la pierre, c'est extrêmement simple. Vous amenez votre camion, vous prenez le bloc à la grue, vous le posez, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire vous n'avez même plus à faire un enduit, une peinture, un machin, enfin toutes sortes de trucs dessus qui sont là pour masquer l'indigence du matériau. Vous avez au contraire même un matériau pur, beau, et qui peut durer dans le temps infiniment, comme le montrent d'ailleurs la plupart de nos bâtiments, bien qu'il y ait des architectes du monument historique qui sont là de temps en temps pour brosser la surface qui s'abîme.
Et d'ailleurs, pas toujours à cause de la pierre, mais à cause de la pollution, hein, souvent. Et bon, il y a quand même quelques maladies de la pierre, mais on va peut-être pas aborder le sujet. Voilà, donc c'est ce bâtiment construit, comme vous le voyez, dans un espace méditerranéen avec des oliviers qui étaient là sur place, qu'on a replantés et qui aujourd'hui, bien sûr, ont poussé et ont envahi le bâtiment, enfin lui donne son caractère très local, puisque bien sûr, comme vous l'avez compris, la pierre vient de quelques kilomètres, hein, on est à Nîmes, mais les carrières du pont du Gard sont à une trentaine de kilomètres de Nîmes. Donc ici, on est en Corse. C'est un musée, donc vous voyez la diversité des programmes, hein, on peut faire beaucoup de choses avec la pierre, on peut tout faire d'ailleurs, et on le démontre. Donc ce bâtiment, ce musée était construit en partie avec de la pierre corse locale, en partie aussi avec de la pierre qui vient du continent pour des raisons diverses qu'on pourra évoquer. Voilà, c'est un bâtiment. Là, ici, les murs font 60 cm d'épaisseur. Alors, ça va sans dire que de l'isolant, il n'y en a point. Et vous allez voir que c'est une vraie question aujourd'hui qui peut se poser, c'est-à-dire à savoir comment faire des bâtiments sans isolant thermique rapporté. Parce que la pierre et globalement apporte un confort thermique très important. Ça suppose évidemment des dispositifs adaptés à cette question, mais elle est au cœur aussi de nos problèmes qu'on a aujourd'hui. Enfin, j'ai dit problèmes, j'ai dire des questions techniques qui se posent lorsqu'on construit, parce qu'aujourd'hui, les réglementations sont en fait adaptées à des bâtiments à faible inertie. Donc, si on a de la législation adaptée aux bâtiments à faible inertie, bien entendu, dès qu'on travaille avec des bâtiments à forte inertie, on se trouve dans un débat fondamental. Donc voilà ce bâtiment qui vient bien sûr se marier intimement avec la végétation existante sur un terrain légèrement en pente et qui va être utilisé. Vous avez vu, il y a des bassins, il y a de l'eau. Alors, il y a chez nous, d'ailleurs, dans notre travail, parce que là, bon, on parle de la pierre, mais on pourrait parler quand même de nos problématiques architecturales qui sont toujours à chercher à faire des bâtiments où on n'utilisera pas d'énergie pour leur confort. C'est-à-dire que diminuer au maximum l'énergie utilisée pour le confort des bâtiments. Donc ici, bien sûr, vous imaginez que l'eau est là pour rafraîchir, comme la végétation qui ici n'est pas encore présente sur les grandes pergolas que vous voyez, donc tout autour. Tiens, j'avais peut-être un truc là. Mais enfin, vous les voyez les pergolas, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Donc la vigne va pousser sur toutes ces pergolas et protéger les bâtiments, dont l'inertie des 60 cm va permettre d'avoir un confort important. Alors, comme je l'ai dit, on ne fait pas que de la pierre. Quand on fait de la pierre, d'ailleurs, on fait aussi pas mal de bois. On a beaucoup de bâtiments construits en bois, j'en passe. Hein. J'ai construit des bâtiments importants, notamment en Allemagne, des bâtiments entièrement en bois. J'ai parlé de matériaux naturels. Vous allez voir que ces matériaux naturels, on les utilise dans toute la gamme possible, enfin toute la variété des matériaux naturels. Alors ici, c'est un bâtiment entièrement en structure bois. Hein, il doit faire 25 mètres de haut. Donc on parle aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup de débats. On dit, tiens, on va construire des bâtiments en bois de grande hauteur. Bon, celui-ci, ça fait déjà, le projet doit dater d'au moins une dizaine d'années. Donc on sait construire des bâtiments à structure bois. Ici, je le montre aussi parce que le soubassement est entièrement en pierre massive. Donc toute la structure bois est portée sur de la pierre. Ici, c'est une pierre, un calcaire dit marbrier, donc une pierre très dure, qui vient d'ailleurs de la région. Ici, on est à Voiron, on est dans l'Isère. Donc, le département de l'Isère est un département qui est extrêmement engagé dans des préoccupations environnementales. Donc, ici, l'utilisation de la ressource bois locale, donc puisque toute la structure supérieure est en douglas et les menuiseries sont en mélèze. Alors ça, c'est aussi, et le soubassement donc en pierre massive, ça aussi c'est une préoccupation qu'on a de manière constante, c'est l'utilisation
de tous les matériaux, qu'ils soient la structure principale comme les éléments secondaires de l'enveloppe, en particulier ici, donc toute la façade en bois, on utilise des matériaux qui ne supposent aucun traitement et qui n'ont pas besoin de produits chimiques pour se maintenir dans le temps. Donc vous imaginez qu'on arrive aussi à faire des constructions qui sont extrêmement saines, sans matériaux, sans contenu chimique sur les matériaux. Alors bien sûr, une grande part, c'est le logement, parce que vous savez quand même que en tant qu'architecte, c'est 90 à 95% de notre activité, celle de construire des logements, et c'est très bien d'ailleurs, ça rejoint tout à fait une position éthique, hein, celle de justement de construire pour les habitants, et ça c'est fondamental. Alors vous voyez, je vous montre de la terre. Donc il s'agit de construction, là ça date des années 1983-84, donc vous voyez là on commence à atteindre des temps importants. Ces maisons existent toujours, ce sont des logements sociaux. Alors je vous parle de la terre tout simplement parce que pour moi la terre ou la pierre c'est pareil, c'est la même chose, c'est le même matériau, de toute façon c'est de la pierre. La terre c'est de la pierre à l'état pulvérulent, mais c'est de la pierre. Quand vous construisez en terre, vous utilisez de la pierre. Donc ça, c'est un point qu'il faut dire, répéter constamment. La terre et la pierre, c'est la même chose. C'est un matériau qui est issu du sous-sol, qui a été donc pour la terre dégradé par les éléments climatiques qui vont être effectivement faire cette pulvérulence, mais la pierre calcaire, c'est aussi produit dans le même processus, puisque ce sont la dégradation des roches-mères, que ce soit du granit, c'est du granit d'ailleurs, puisque la terre est granitique. Donc le granit, la dégradation du granit est emportée dans les mers, et dans les mers, tout ça se dépose au fond de la mer, avec souvent des coquillages en plus. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails de la formation géologique des matériaux, mais la pierre et la terre, c'est pareil. Hein, il y a simplement, les unes se sont reconstituées comme la pierre calcaire d'une certaine manière, disons, solide, mais la terre et la pierre, c'est pareil. Donc ces logements en terre, vous allez voir aussi que j'ai d'autres projets en terre aujourd'hui que je fais, et pour moi, terre-pierre, c'est pareil, c'est la même discussion. Ça, c'est une maison aussi, une maison individuelle construite dans un site urbain très contraint. Donc, on est dans une arrière-cour du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, qui est un quartier très, très dense. Donc, un terrain très étroit, difficile d'accès. Eh bien, on s'aperçoit qu'en développant un petit peu d'imagination, eh bien, on arrive à construire des bâtiments qui ont une certaine complexité, hein, puisque tout l'intérieur est assez complexe. Je ne suis pas là pour vous raconter chaque projet, mais chacun, bien sûr, mériterait qu'on puisse en parler pendant des heures. Ce bâtiment donc existe, visité. Tous ceux qui le visitent encore aujourd'hui sont conquis par cette construction en pierre massive qui apporte, comme vous le voyez, sans isolant ou très peu, pour pouvoir dire qu'on répondait à une réglementation, mais en réalité ça sert à rien. Mais bon, c'est voilà. Alors, je montre aussi cette opération. C'est une opération qui a été développée avec un promoteur privé, puisqu'il s'agissait de Nexity, donc à Lyon. Donc, c'est un projet qui est sur la Duchère. Malheureusement, alors qu'on devait démarrer les travaux, il y a eu la crise de 2007-2008 qui a complètement arrêté l'opération, qui malheureusement ne s'est pas faite, alors que toutes les conditions étaient réunies pour construire le bâtiment. Et quand je dis les conditions, vous imaginez qu'elles sont bien sûr techniques, mais aussi économiques. Donc ce bâtiment ne s'est malheureusement pas fait, c'est fort dommage. Bon, on en a fait d'autres entre-temps, heureusement. Ça, c'est un concours qu'on a failli gagner. C'est une tour
construite, enfin imaginée en Suisse, à Genève, en fait exactement sur le parcours du CEVA, qui est on va dire la ligne de métro qui relie Annemasse à Genève. Et sur une des stations, donc, il y a eu un projet qui a été lancé, un concours pour lequel donc, on a été sélectionné. Et c'est une tour donc, qui fait 65 mètres de haut, donc entièrement donc, en pierre massive, y compris le noyau intérieur, parce que bien sûr on va parler sismique, hein, c'est une des questions qui se posent toujours, le sismique, et je vous apporterai donc des réponses sur des projets qu'on a fait donc à la suite de celui-ci. Donc voilà, ça c'était un bâtiment donc de bureau, un bâtiment mixte, il y a des commerces sur le soubassement, des bureaux et ensuite des logements. Alors, ça, c'est une opération, elle, construite, donc une opération qui date maintenant d'une quinzaine d'années, 10-15 ans, donc qui a été faite, non, même plus d'ailleurs, que dis-je, presque 20 bientôt, non, pas tout à fait. Voilà, c'est une opération donc, de logement. Alors, c'est une opération assez complexe, enfin mixité de la maîtrise d'ouvrage, puisqu'on a une partie qui a été réalisée avec un promoteur social, c'est celle qu'on voit ici, et toute une autre partie avec un promoteur privé. Cette opération rassemble aussi bien des logements collectifs, comme on le voit ici, que des logements individuels isolés, indépendants, et des logements individuels groupés. Donc on a une diversité d'opérations qui ont été ici construites sur un même lieu. Il y a une centaine, 108 logements, je crois, au total. Vous voyez le bâtiment, après quelques années, donc la végétation commence à envahir le bâtiment. Je passe sur tous les détails de la construction, bien sûr des logements traversants, des grandes terrasses extérieures habitables, qu'on peut aussi, bien sûr, faire varier, disons, le confort suivant s'il y a du soleil, si on est en été, si on est en hiver. Donc un vrai rôle climatique. Voilà, une appropriation possible par les logements, puisque on rentre directement donc sur les terrasses. La porte d'entrée permet de rentrer sur les terrasses, donc donne au logement un petit caractère, disons, individuel, et les gens sont ravis d'habiter là. Des opérations, disons, plus commerciales, collectives ici, des ensembles de petits logements construits. Donc tout ça, bien sûr, est en pierre massive. Hein. Il n'y a pas d'autres éléments structurels pour porter les planchers. Alors on débattra de cette question des planchers, des éléments franchissants, puisque certains de nos projets ont des planchers en béton, comme ici, et d'autres, évidemment, ont des planchers en bois. Bien sûr que notre objectif, c'est de faire entièrement pierre et bois. Mais on va voir que dans le logement, la difficulté de faire des franchissements en bois rend cette idée un peu difficile, mais il faut en débattre, parce que je crois que la pierre et le bois, ce sont deux matériaux qui sont absolument en harmonie, et on le verra sur un des derniers projets qu'on a fait. Voilà, c'est donc une partie en maison individuelle aussi, donc toujours des menuiseries en mélèze, donc pierre massive. Voilà, petit à petit la végétation qui prend le dessus et qui va faire de cette opération, disons, une opération. On est proche, on est dans la, disons, troisième couronne de Toulouse. On est pas très loin de l'aéroport et donc dans une campagne très verdoyante et donc agréable. Ça, c'est une petite maison pour démontrer aussi que même pour la maison individuelle, pour des petits programmes, l'utilisation de la pierre massive est tout à fait adaptée. Ici, on a un financement extrêmement modeste, puisque la construction coûte autour des 160 000 euros. Donc pour un bâtiment, une maison qui fait théoriquement 90 mètres carrés habitables à l'étage, mais en fait, on a 90 mètres carrés au sous-sol qui viennent le compléter. Alors, quand je dis le sous-sol, en fait, il s'agit du rez-de-chaussée. Alors, c'est un terrain très particulier parce qu'on est à Montélimar, donc on est bien sûr dans le sud.
Et c'est un terrain qui est inondable et donc l'eau peut monter pratiquement jusqu'à ce niveau-là. Donc il a fallu effectivement surélever le bâtiment et plutôt que de le faire bêtement, on a essayé d'utiliser le soubassement, la partie du rez-de-chaussée, comme un endroit où on va recueillir justement la fraîcheur, la faire monter à l'intérieur du bâtiment et en même temps, bien sûr, de rendre un espace disponible, habitable. Alors depuis, là, la maison, c'est juste à la fin de la construction ici. Depuis, on a fait tout un aménagement de jardin avec un grand bassin en pierre ici, puisque ça aussi, j'aime bien utiliser la pierre pour faire plein de choses. Je me suis même construit une piscine entièrement en pierre massive, hein, donc vous voyez, tout est possible en pierre. Hein. Bon, je n'ai pas encore décidé de faire des couverts en pierre, mais bon, pourquoi pas, hein, tout est possible. Donc voilà le bâtiment, un bâtiment très simple. Vous voyez, sur une base carrée de 9 mètres par 10 mètres par 10 mètres, divisé en 3. Donc ça fait 9 parties, bien sûr. Tout ça permet d'avoir une grande compacité, une rigueur sur les porteurs pierres, d'avoir des franchissements de plancher relativement courts, donc d'utiliser des techniques. Donc il s'agit de plancher bois, bien sûr, plancher et toiture. Une distribution qui permet d'avoir une grande ouverture de l'intérieur de la maison et donc de dégager vers le sud des très grandes baies vitrées pour bénéficier du soleil ainsi qu'une grande traversée, disons, en ouvrant du côté nord et du côté sud. On peut bénéficier bien sûr de la ventilation et donc d'un confort thermique extrêmement important. Il n'y a pas d'isolant sur les murs. Alors on va le dire différemment parce que réglementairement je suis condamnable. Il n'a pas encore été posé. Bon, c'est tout. Depuis plus d'un an que le bâtiment est utilisé, le propriétaire a même été récompensé par l'EDF pour sa faible consommation énergétique, grâce au confort qu'il a par l'inertie apportée par les murs en pierre qui font ici 40 cm. Alors ici, je montre une image parce qu'elle est excessivement importante. C'est le travail que l'on fait. Le travail que l'on fait, c'est justement, comme on construit en pierre massive, on construit avec des blocs qui s'assemblent les uns sur les autres et on fait un travail qui rejoint d'ailleurs ce que faisaient nos prédécesseurs, architectes, il y a très longtemps, qu'on appelait donc, et des maîtres d'œuvre aussi, qui travaillaient sur la construction en pierre. Donc on parlait de l'art du trait, c'est-à-dire de la stéréotomie, donc de la manière de constituer des figures, ce que j'appelle moi des figures de stabilité, simplement par la science de l'assemblage des pierres. Alors, vous en avez des exemples, des gens aujourd'hui qui font des choses un peu complexes, justement, à partir de la pierre. On peut imaginer des choses très complexes et les faire tenir, effectivement, par la simple vertu de l'assemblage. On ne va pas non plus rentrer dans ce débat, ça peut être un peu long, mais il faut savoir que je crois que c'est le fondateur de l'école polytechnique, c'est Monge, je crois. Monge était un des grands spécialistes de la stéréotomie et a écrit des ouvrages, et notamment comment franchir des espaces importants en utilisant des petits éléments, ce qu'on a appelé la voûte plate, effectivement, parce que souvent on me dit la pierre, on est obligé de faire des voûtes, ça prend de la place. Ben non, il y a plusieurs siècles, nos prédécesseurs, architectes, ingénieurs, savaient imaginer et construire avec des blocs de pierre dont la science de l'assemblage permettait justement d'obtenir des figures de stabilité sans ajout de quoi que ce soit, ni acier, ni béton. Donc c'est quand même un travail très important. Il a aussi une autre conséquence. Alors je sais que mes amis ingénieurs, j'en vois un là dans la salle, et il ne va pas être content, mais c'est vrai que des fois ça nous permet de se passer d'ingénieur. Donc ça redistribue globalement les rôles. C'est-à-dire que l'architecte, d'un seul coup,
reprend une importance considérable. C'est plus qu'un type qui fait des belles images et des beaux dessins et que derrière, l'ingénieur, il faut qu'il rame un maximum pour essayer de faire tenir tout ça. Souvent, d'ailleurs, ils le font avec plaisir et même excitation, parce que c'est quand même excitant de faire des trucs qui sont difficiles à réaliser. Mais avec la pierre, on redistribue la façon, les rôles, et ça, c'est un débat intéressant, parce que dans beaucoup de projets, je crois qu'ici, il n'y a pas d'ingénieur, mais bon, vous avez vu, la maison est très très simple. Vous la voyez, c'est un bâtiment très compact, donc qui fait 10 mètres par 10 mètres, par 6 mètres, j'allais dire 6 mètres 20 de haut. Vous avez compris qu'il y a ici un standard d'harmonie sur le plan du bâtiment. Voilà, l'utilisation de la pierre aussi, qui nous évite d'avoir des systèmes de volets qui cassent et brisent la lumière et fait à l'intérieur donc une belle qualité. Voilà les façades au nord, l'espace intérieur. Donc c'est une petite maison, mais on a des visions diagonales qui bien sûr donne un espace bien largement supérieur à la dimension du bâtiment. On arrive par le centre avec un escalier qui monte, qui en même temps sert d'aspirateur de fraîcheur, permet à la fraîcheur du rez-de-chaussée de monter donc à l'étage et d'augmenter le confort thermique. Ça, c'est une opération qui est en cours de construction. C'est une opération mixte à Lyon, pas très loin du Rhône. Un bâtiment qui s'inspire de ce qu'est Lyon aussi, avec des bâtiments en pierre. Donc pour citer un quartier important qui est celui de la Croix-Rousse, on a des bâtiments en pierre massive et plancher bois qui montent sur 25-30 mètres de haut. Donc, vous voyez, c'est tout à fait habituel de construire ce type de bâtiment. Ici, c'est un bâtiment qui a la caractéristique d'être un programme mixte. Donc, on a un atelier à rez-de-chaussée, on a des bureaux au-dessus, et ensuite, on a 3 niveaux de logement. Donc, c'est une petite opération, on peut dire, relativement petite, entièrement donc en structure pierre. Donc, il n'y a pas, encore une fois, là, je le répète, d'éléments porteurs en acier ou en béton, tout est entièrement en pierre massive. L'opération vient de démarrer après pratiquement 6 années d'études pour arriver donc à lever toutes les réserves de toutes sortes, notamment réglementaires, qui sont apparues, puisqu'aujourd'hui, c'est un débat que le CTM-NC travaille beaucoup aussi, la réglementation sur la construction en pierre, notamment les Eurocodes et autres, qui, bien sûr, aujourd'hui impactent directement notre travail. Alors, je vais vous parler un tout petit peu plus maintenant d'une opération qui est en cours de chantier, donc l'opération a démarré. Il s'agit donc d'un ensemble de logements collectifs. Il y a 80 et quelques logements répartis en 2 immeubles, mais subdivisés ensuite en deux immeubles indépendants. Alors, on va le voir dans les plans. Donc, en fait, c'est deux morceaux d'immeubles assemblés qui forment un ensemble, mais les distributions sont indépendantes sur chacun des blocs. Alors, tout ça a été totalement imposé par la réglementation. Donc il y avait un plan de masse qui avait été établi par une équipe d'urbanistes et évidemment la hauteur, la largeur, tout était complètement défini. Il s'agissait d'un concours qu'on a remporté en proposant de réaliser tout ça, bien sûr, en pierre massive et en bois. Et je vais vous montrer un petit peu quel travail on doit faire en tant qu'architecte. C'est pour ça que si je vous le dis tout de suite dans la salle, s'il y a des jeunes architectes, si vous voulez gagner de l'argent, il ne faut pas faire de la pierre, parce que là, vous allez y laisser votre fonds de commerce, si je puis dire, parce que, évidemment, quand vous êtes tout seul face à des réglementations qui ne sont absolument pas faites pour construire en pierre, avec des maîtres d'ouvrage qui d'ailleurs sont toujours très positifs et veulent aller de l'avant, mais qui veulent bien sûr avoir des certitudes et des garanties que les choses vont bien aboutir.
des entreprises enthousiastes, mais qui manquent totalement d'expérience, parce que depuis qu'on a construit en pierre, on a un peu oublié, on a tout oublié, on a même construit des réglementations qui ont totalement défavorisé la pierre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on doit repartir à zéro, si je puis dire, comme Fernand Pouillon le faisait, ou d'autres, hein, je cite Pouillon parce qu'il est bien sûr le plus connu, mais il y a énormément d'architectes qui, dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans la reconstruction, là, ce qu'on appelle la période de construction, on construit en pierre massive, des bâtiments d'ailleurs qui existent toujours et qui sont remarquables. Moi qui viens de la région du sud de la France, des villes comme Nîmes, Montpellier, Marseille, Narbonne, etc. Toutes ces villes ont des traces encore de bien vivantes, si je puis dire, et de très belle qualité de bâtiments qui ont été faits à cette période-là. Donc, c'est du temps, beaucoup de temps pour arriver. Vous avez vu l'opération de Lyon qu'on a démarrée là très récemment. C'est des années et des années d'études, donc bien sûr. Alors, là, on est à Genève, donc je n'ai pas besoin de vous situer Genève. Alors évidemment, comme mon agence est à Lyon, pour nous, Genève, c'est notre belle voisine. Hein. On a une proximité. Faire pour moi un chantier à Genève, c'est extrêmement facile. On est dans une grande proximité. Alors, la commune sur laquelle on construit s'appelle Plan-les-Ouates. C'est une commune de la périphérie de Genève-Centre. Il y a un grand développement en Suisse de logements, notamment en particulier à Genève, parce que Genève est une ville qui est soumise à une pression immobilière importante et les prix étant très élevés, le canton de Genève a décidé de lancer beaucoup d'opérations de construction en pierre et c'est la raison pour laquelle donc, on a été mandaté pour faire cette opération-là. Ici, sur le rez-de-chaussée, on va l'oublier parce qu'il est un peu particulier. Bon, il y a un hall, une entrée, bon, etc. Les bâtiments, ce sont des bases carrées, vous le voyez bien donc ici, base carrée, là et là. Et le système est très simple. On a proposé de partir du centre pour la distribution et de faire 3 couronnes. Donc une couronne qui délimite ici l'espace de distribution centrale. Une deuxième couronne ici qui permet de contenir tous les éléments techniques. Donc les salles de bain, sanitaires, etc. Et une couronne extérieure ici, sur laquelle on a tous les espaces de vie qui donnent directement sur la façade. Tout ça agrémenté par 4 terrasses accessibles, bien sûr, pour les logements, sur les 4 angles. Vous savez, je vais le redire, tout ça a été imposé en dimension, aussi bien en largeur, longueur qu'en hauteur. Et vous verrez que ça va avoir une conséquence assez importante sur la suite du développement d'opérations. Donc, évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais je vous l'aurais compris avec moi, toutes ces couronnes, bien sûr, sont en pierre. Il n'y a rien ici, en dehors des cloisons, qui sont simplement des éléments de division intérieure mobile. Tout le reste est entièrement en pierre. Il n'y a rien, bien sûr, qui soit... Voilà, on voit ici assez bien le système, la couronne extérieure de la façade porteuse, le noyau ici intérieur qui délimite tous les espaces techniques, et puis la couronne intérieure de l'espace de distribution. Et ici, les planchers sont prévus en bois, parce que la distance, et c'est le principe qu'il a induit, bien sûr, cette couronne-là permettait d'avoir ici des portées de l'ordre de 5 mètres, donc tout à fait adapté à un système économique de bois. Ça, c'est l'image du concours, je vous la montre parce qu'elle est importante et intéressante. Au niveau du concours, donc, on a proposé, puisqu'on était en Suisse, d'utiliser, bien sûr, la pierre locale. Alors, je mets tout ça entre guillemets parce que, vous savez, c'est un grand débat. Qu'est-ce qui est local, qu'est-ce qui n'est pas local? Parce que ça, c'est toujours, hein, aujourd'hui, un peu la tarte à la crème. Il faut qu'on construise local, machin. Il faut se poser des questions autour de cette donnée.
parce qu'il faut poser en contrepartie le problème du transport, parce qu'on peut être local mais avoir des coûts de transport importants, et on peut être éloigné et avoir des coûts de transport beaucoup plus faibles. J'aime toujours citer cet exemple parce que je suis allé et je vais encore régulièrement au Liban et au nord de la plaine de la Bekaa, qui est une des grandes plaines qui forment le Liban, donc du nord jusqu'au sud. Il y a une ville qui s'appelle Baalbek, qui est une ancienne ville romaine, et où on trouve des colonnes en granit d'Assouan. Donc on voit bien qu'à cette période, les Romains qui ont construit ne sont pas allés chercher des pierres qui étaient locales, mais les ont fait venir donc du sud de l'Égypte. Donc vous voyez que mais pourquoi ils l'ont fait? Tout simplement parce que le granit descendait le Nil, ensuite il est passé sur la Méditerranée, il est arrivé vers Tripoli, donc qui est en Syrie, et ensuite ils sont descendus jusqu'au nord de la plaine de la Bekaa pour leur granit. Donc la question, elle n'est pas de la distance, d'où vient la pierre ou le matériau de façon générale, mais plutôt comment on le transporte. Donc c'est une autre question qui est à aborder, c'est pas celle de la proximité, c'est celle des modes de transport. Alors ici, donc comme on était en Suisse, on a imaginé tout de suite utiliser les ressources de la Suisse. Toute la structure ici, l'idée c'était d'avoir une structure porteuse entièrement donc en gneiss. Le gneiss, c'est une pierre qui vient d'une région de la Suisse qui s'appelle le Tessin, donc tout à fait qui touche l'Italie. Donc il y a des grandes carrières de gneiss très importantes. Donc toute l'idée c'était de construire donc ça en gneiss et d'avoir ici des remplissages en fonction donc des nécessités des ouvertures, des remplissages donc qui étaient en une pierre, c'est du grès, qui vient du centre de la Suisse. J'ai perdu le nom maintenant. Donc voilà notre hypothèse initiale, et on va voir qu'elle va évoluer. Elle va évoluer parce que pendant plus d'1 an, on a étudié effectivement quels étaient les paramètres, dont notamment, vous voyez ici, quand on veut bien regarder, Genève, c'est là, et finalement, un petit peu comme toute la Suisse, pardon, la Suisse, c'est plus grand, comme toute la Suisse, la Suisse est un peu au centre de l'Europe. Donc en fait, quand on veut bien regarder, si on essaye de faire les distances, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de carrières qui sont situées en France et qui sont dans une proximité finalement aussi grande que les gneiss qui viennent de cette région-là. Et on va s'apercevoir très vite, et c'est ce que l'étude va nous montrer, on a passé 1 an pour convaincre le maître d'ouvrage de la faisabilité donc du bâtiment, de la construction en pierre. Vous voyez, même avec des études extrêmement poussées sur les coûts bien sûr du matériau lui-même, à quel endroit on le trouvait, quelle était la distance, donc quel était le prix de ces matériaux. Et on a fait bien sûr toutes les simulations de tous ordres, notamment bien sûr comment ça franchissait, bien sûr avec des nécessités d'avoir ici des porteurs importants, etc., etc. Donc on va faire évoluer le projet en harmonie avec notre maître d'ouvrage. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, quand on est architecte, on fait en béton, on ne se pose pas de questions, on fait des trucs, voilà, on est sûr, le béton, il y en a partout, on en fait ici, on en fait là. Il y a des ingénieurs pour calculer ce qu'on ne sait pas faire. Donc, mais avec la pierre, ce n'est pas du tout ça. Avec la pierre, il y a une attention qui doit aller depuis le dessin, bien sûr, du projet, mais jusqu'à où est la ressource. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la dimension de cette ressource? Est-ce qu'on taille des grands éléments? Est-ce qu'on taille des petits? Etc., etc. Et tout ça nous a amené effectivement à faire évoluer le projet. Ici, vous avez aussi tout un tableau de tout ce qu'on pouvait faire en bois. Donc on a bien sûr tout ça avec des consultations d'entreprises, d'ingénieurs, etc., etc. Et on est arrivé à une conclusion un peu terrible, alors que tout était possible, même sur le plan économique, c'est que dans le logement, les réglementations acoustiques
impose, quand on utilise des bois, des hauteurs de plancher relativement importantes. Donc notamment, on arrivait alors, à des épaisseurs. Donc là, ici, il s'agit bien sûr des épaisseurs brutes. Et après, il faut y mettre donc, ce qui est nécessaire en Suisse, parce qu'on vous oblige à avoir des planchers flottants avec chauffage par le sol et tout. Donc on arrivait à des hauteurs telles que la somme de tous ces planchers nous faisait dépasser le plafond imposé par la réglementation locale sur le bâtiment. Et malheureusement, on a dû abandonner cette idée de plancher bois qui aurait bien sûr révélé toute l'harmonie de la construction entre la pierre et le bois. D'autant plus qu'en Suisse, à Genève, comme d'ailleurs dans d'autres régions proches des Alpes, même à Lyon, on est donc dans des régions sismiques. Et je me souviens que, comme les Suisses sont des gens excessivement sérieux, ils ont immédiatement exigé qu'un grand spécialiste sur le sismique soit présent. Donc, il y a un professeur Lestucci, qui enseigne d'ailleurs à l'EPFL à Lausanne, qui est intervenu sur cette opération. Quand on lui a décrit le bâtiment, la construction, ce qu'on souhaitait faire, donc pierre massive et bois, il a dit « c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut faire pour le sismique, parce que vous faites une construction souple. Et dans le sismique, la souplesse, c'est ce qui permet d'encaisser effectivement donc, les efforts introduits par le mouvement du sol. Et donc la construction pierre et bois, c'est parfait. » Donc, fort de tout ça, on a effectivement, pendant plus d'1 an, étudié cette solution qui, malheureusement, n'a pas pu aboutir, et on a dû se rabattre sur une solution donc, avec des planchers béton. C'était dû aussi à une autre caractéristique. Il faut savoir, donc, vous savez tous, je suppose qu'en France, on a donc des équipes qu'on appelle d'ingénierie, c'est-à-dire où les ingénieurs et les architectes se groupent ensemble et sont, disons, solidaires vis-à-vis du maître d'ouvrage, alors que dans les pays comme l'Allemagne ou la Suisse, en fait, les marchés sont différents. La consultation des bureaux d'études est indépendante de la consultation des architectes. Donc on avait gagné le concours, mais en parallèle, le maître d'ouvrage avait consulté une équipe, donc des équipes d'ingénieurs. Et celui qu'ils avaient choisi, ce sont des très bons ingénieurs d'ailleurs, mais essentiellement spécialisés dans le béton armé. Donc quand ils se sont retrouvés à devoir travailler sur un bâtiment en pierre, évidemment pour eux ça a été... ils ont fait ça d'ailleurs avec énormément de professionnalisme, etc. Mais ça a été long, compliqué. Évidemment, sur beaucoup de solutions, on a dû batailler, bagarrer pour arriver à maintenir, disons, le projet dans les clous, si je puis dire. Donc vous voyez le travail, comme je l'ai montré déjà tout à l'heure, le travail de calpinage donc sur les bâtiments. Donc tout, bien sûr, ce travail fait par l'architecte, et donc un travail complexe, complet, avec et bien sûr énormément de détails dont je vous passe, les franchissements, les corniches, les appuis de baies, etc., qui font tous l'objet bien sûr d'études. Donc vous voyez ici le passage de cette image du concours à celle qui sera réalisée, où effectivement on va retrouver une grande homogénéité dans l'expression du bâtiment, donc en utilisant donc une pierre calcaire semi-dure, donc on va voir entre dur et semi-dur. Donc vous voyez les bâtiments, donc on retrouve entièrement les caractéristiques initiales, les grands terrasses ici extérieures aux angles du bâtiment, et puis donc l'ensemble des pièces de vie qui se trouvent donc sur les façades. Bon, toujours, bien sûr, ces documents qu'on est amené à refaire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, il faut recommencer toujours et toujours, parce qu'ensuite, bien sûr, quand l'appel d'offres est passé,
il faut qu'à ce moment-là, on travaille directement avec les carrières pour réadapter, réinitialiser chaque pierre, chaque dimension, en fonction effectivement des ressources de la carrière, de sa capacité à tailler, quelle dimension maximum ils peuvent faire, etc. Donc tout ça entraîne un travail qui est considérable. Des détails, bien sûr. Alors, vous aurez compris, les réglementations en Suisse sont encore pires qu'en France, j'allais dire. Donc, bien sûr, l'isolant thermique et tout. Donc, on a des rupteurs effectivement au niveau des planchers pour pouvoir s'appuyer sur les façades qui sont porteuses. Des corniches qu'on fait, dont il nous est apparu qu'effectivement, bien sûr, si elles avaient été imaginées, c'est qu'elles avaient un rôle considérable. Et donc, elles seront donc ici installées. Vous voyez la quantité de pierres pour un seul bâtiment, donc beaucoup de pierres. C'est aussi un problème, une question, bien sûr. C'est aujourd'hui, quelle carrière est capable de sortir une telle quantité de pierres et en temps pour construire des bâtiments de cette importance? Ça a été un des paramètres, bien sûr, aussi, de la consultation des entreprises. Ça, c'est quelques images, c'est juste pour montrer donc le bâtiment, donc avec les doublages intérieurs, mais aussi la pierre du noyau intérieur qui reste, bien sûr, qui restera apparente. Ça, c'est le noyau donc de distribution, donc avec les, vous voyez, très très simple, très sobre. Bien sûr, un prototype qui a été fabriqué, qui nous permet, bien sûr, et puis surtout pour le maître d'ouvrage, de comprendre, de voir, d'apprécier, parce que bien sûr, quand vous montrez une pierre et que vous montrez un petit bout de pierre, il va vous dire « Ouh là là, mais il y a plein de défauts, il y a plein de trucs et tout, etc. » Puis quand il voit la masse complète, il trouve ça magnifique. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le maître d'ouvrage, on a démarré la construction, il est absolument enthousiaste. Parce que c'est ça, une des grandes caractéristiques aussi dans notre métier, c'est qu'à un moment donné, vous arrivez par la force de la conviction d'amener les gens aussi à faire des constructions pour lesquelles ils vont adhérer avec vous dans cet enthousiasme. Donc voilà le chantier en cours, donc c'est assez classique, enfin je veux dire c'est classique pour moi parce que ça fait plus de 20 ans que je fais ça. Donc bien sûr, les pierres sont livrées, ça pose des problèmes de logistique, de livraison à la carrière, comment on taille les pierres, on est en permanence à aller d'un côté de l'autre pour effectivement lisser en quelque sorte toutes les questions. Alors il y a des carrières, je sais que je travaille avec des carrières en France qui ont déjà quelques années d'expérience avec moi, donc ils commencent à bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, etc. Pour la Suisse, c'était un petit peu plus compliqué. Bon, ils s'y mettent, et je pense qu'un jour ou l'autre, on verra sans doute beaucoup de bâtiments en pierre en Suisse. Ouais, alors là, la photo est très mauvaise, voilà, bon. Alors, bien sûr, je vous parle de la pierre. Je vais vous montrer quelques images rapides de travaux que je fais récemment. Donc, je suis arrivé là juste, j'arrive du Sénégal, où je construis effectivement des bâtiments là-bas en terre et en pierre. Parce qu'évidemment, quand on parle de la pierre en Afrique, tout le monde me dit « Oh non, mais la pierre, ça n'existe pas et tout, etc. » Il n'y en a pas. En réalité, il y a énormément de pierres. La terre est en pierre, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de pierre là-bas en Afrique. Bien sûr, c'est plus facile d'utiliser la terre qu'on trouve à l'état pulvérulent sur la surface et de faire des bâtiments en pierre, donc en terre. Ici, en voici un. Donc, il s'agit d'une commande donc, de l'ambassade de France au Sénégal. On est à Saint-Louis, donc on est au nord du Sénégal. Et il s'agit donc d'une villa pour artistes. C'est donc le modèle de la Villa Médicis. On a donc construit ce bâtiment. Et comme vous le voyez, il est entièrement construit en briques de terre. Alors, avec quelques éléments donc, sur la toiture et tout qui permettent de faire des franchissements. Et ce bâtiment, une fois terminé, donc, il a été entièrement blanchi parce qu'on est quand même dans des pays où la chaleur est importante. Donc le blanc permet aussi d'augmenter la réflexion solaire. Et bien sûr, comme vous le voyez ici,
Ça, c'est une plante, elle doit avoir quelques mois simplement, donc c'est un bougainvillier. Et l'idée, c'est que les bougainvilliers vont venir envahir donc toute la structure pour protéger encore plus complètement le bâtiment du soleil. Il y a un bassin ici qui, comme vous le voyez, déjà emprunté sur d'autres projets. On aime beaucoup aussi utiliser tous les éléments pour faire le confort thermique. On était dans un terrain où il y avait des arbres qui existaient. Donc vous voyez, on vient se glisser entre les arbres pour déjà bénéficier de la présence de la végétation. Ça, c'est une autre maison qui est un autre projet, donc au Sénégal, donc beaucoup plus au sud, sur le bord d'un delta. Et là, j'ai décidé de construire en pisé, donc en terre compactée, donc sans aucun apport, bien sûr, de ciment et autres, et bien sûr aussi de la pierre. Donc on trouve de la pierre là-bas aussi, donc bien sûr, on ne sait pas construire vraiment en pierre de taille là-bas, donc c'est un peu rustique, mais c'est charmant. Et c'est une opération que j'ai réalisée, une partie bien sûr, beaucoup avec les jeunes du village, quelques jeunes Européens aussi qui sont venus me seconder, me soutenir. Et on a donc bâti une maison. Vous voyez qu'on n'hésite pas à mettre la main à la pâte, hein. Vous l'avez vu quand je construisais mon premier bâtiment en pierre massive. Ben, il faut savoir aussi à un moment ou à un autre mettre la main à la pâte et taper vous-même sur la terre pour la compacter dans les coffrages. Donc voilà le site, bien sûr, hein, donc on est sur le bord d'un immense delta qui touche l'Atlantique, là ici à quelques kilomètres. Et ces deltas ces grands cours, ces grands fleuves ici, donc c'est des fleuves qui s'écoulent et à l'intérieur desquels remonte aussi la marée. Donc on a un mouvement et bien sûr vous voyez le bâtiment ici. Alors je ne vais pas vous exposer, c'est pas le lieu maintenant puisque voilà, ça c'est la maison. Alors la maison, bien sûr, c'est de la pierre, de la terre, du bois et du tifa, qui est un roseau très particulier qu'on trouve au Sénégal et qui constitue la toiture. Vous voyez, donc la construction est rustique, simple, mais avec des voûtes bien sûr en terre. Voilà. Et puis donc là, on est sous la charpente bois, hein, avec la toiture en paille, en tifa. Voilà, donc bien sûr, on continue notre travail aussi en organisant des workshops avec des étudiants. Je vous en montre quelques images. Ça, on le fait, on essaye de le faire chaque année pour apprendre aux étudiants à construire en pierre ou aux jeunes architectes. D'ailleurs, on a beaucoup de jeunes architectes et on peut en accueillir des plus anciens. Mais je ne pense pas que M. Delru ait besoin de conseils pour construire en pierre. Bonjour. Et puis, donc, voilà, les étudiants, certainement cette année, on organisera ça dans les carrières de Fontvieille avec notre compère Paul Mariota. Vous verrez à l'entrée, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la pierre de cet ouvrage écrit donc sur construire en pierre de taille, vous y verrez un certain nombre de conseils, de descriptions de ce qu'on a fait, de ce qu'on a imaginé. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez quelques questions à poser. Merci beaucoup. Merci Gilles. Ces applaudissements sont amplement mérités. Merci pour ce partage de 20 ans d'expérience qui sont particulièrement inspirants. Tu as parlé du Liban. On a un public qui est national, international. On a des gens qui viennent d'Afrique du Nord, d'Afrique, qui viennent également du Moyen-Orient. Cet après-midi, on aura une expérience par rapport à des confrères en Palestine. Pour nous, c'était important qu'on ait un public de professionnels, mais également d'étudiants. On a tout mis en œuvre pour que ce soit gratuit pour les étudiants, quels que soient vos cycles de formation. Donc on se donne 15 minutes pour des échanges. Si une première question, je ne sais pas si un micro circule, une première question pour Gilles, peut-être des compléments d'information. Il y a des maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, des entreprises, des étudiants en architecture de Belleville, mais d'autres ENSA également. Avant de reprendre le cours, et puis Michel Goutal fera un complément après. Et si vous pouvez vous présenter avant de... Bonjour Monsieur Perrodin. Vous m'entendez? C'est bon. Blas Garcia Lucas, tailleur de pierre, entreprise Assise Construction de Bordeaux.
J'aurais une question à vous poser concernant l'assemblage des blocs de pierre. Utilisez-vous des mortiers? Et si oui, de quelle nature? Alors, nous, on défend l'utilisation de mortiers qui sont à base de chaux. Chaux et poussière de pierre, exclusivement. Surtout pas de mortiers préfabriqués, etc., qui sont beaucoup trop durs. Alors, pour aller très vite dans la question, il faut que votre mortier soit moins solide que la pierre. Parce qu'en cas de mouvement, en cas de séisme, il faut que ce soit le mortier qui claque et pas le joint qui claque et pas la pierre. Donc voilà, c'est tout. Et pour l'assemblage des gros blocs que vous nous avez Alors, montrés sur les photos premiers aussi. que j'ai assemblés, c'est très simple, je les ai posés à sec. Le premier bâtiment que j'ai construit, les pierres sont posées les unes sur les autres. Les immeubles aussi? Alors les immeubles, on dit... Alors le mortier n'a qu'un seul rôle dans la construction en pierre, c'est celui d'assurer l'étanchéité. C'est tout. D'accord. Il n'a strictement aucun rôle structural et il ne faut surtout pas lui en faire jouer. Parce qu'il y a des gens qui me disent ouais, on va coller les pierres les unes sur les autres. Surtout pas. Surtout pas. Et donc les immeubles de plusieurs étages en blocs de pierre massifs, Oui. gros blocs, ont été également assemblés avec du mortier de chaux. Oui. Oui, on se bat pour ça. Alors, on a un débat justement, on a eu un débat assez important avec la Suisse, où effectivement, parce qu'il y a des problèmes de garantie, parce qu'on vous dit, ben oui, le mélange chaud et granulat, donc nous on utilise la poussière de pierre pour la couleur, bien sûr, mais ça pourrait être du sable. On n'a pas de garantie sur le mélange et tout, donc on a fait appel à des mortiers préfabriqués, garantis, machin et tout, et on a des problèmes aujourd'hui avec. Merci beaucoup. Merci pour ce complément. Michel Goutal voulait également faire un complément d'intervention. Merci. J'ai vu dans cette œuvre un caractère moderniste avec les horizontales et la terrasse et très peu de toiture. Alors, est-ce que c'est simplement pour des questions de dessin, de conception, d'influence culturelle de notre formation moderniste? Voilà, on fait partie d'une génération post-moderne, on va dire. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Parce qu'en général, les bâtiments anciens, ils sont en la pierre et puis il y a un matelas d'air. La toiture permet un matelas d'air et donc je sais que tu es très engagé dans le bioclimatique. Voilà. Alors, j'aime citer toujours cette phrase de Roland Barthes qui dit « Soudain, je me suis rendu compte qu'il m'était devenu indifférent d'être moderne ». C'est-à-dire que, dans le fond, je n'ai pas de question vis-à-vis de la modernité ou pas. D'ailleurs, si tu l'observes un petit peu, la plupart de mes bâtiments ont des toitures. Évidemment, le premier bâtiment que je vais construire, qui est celui de la cave viticole, c'est une toiture plantée, donc où c'est l'inertie de la terre et donc du jardin qui va se trouver dessus, qui se trouve d'ailleurs dessus, assure effectivement la protection. Mais le bâtiment du CFA de Marguerite est construit avec des grandes toitures voûtées. Donc le dernier bâtiment que tu as vu, c'est construit aussi avec une toiture en paille. Alors la petite maison qu'on a construite là il y a 2 ans, c'est une toiture aussi, mais on ne la voit pas parce qu'elle est relativement plate. Mais c'est toujours une double toiture. Hein. L'isolant est toujours dessous, donc on a une toiture froide avec une sorte de bouclier de protection. Toute l'opération de Cornebarieux qu'on a vu, donc de logement, les bâtiments collectifs sont effectivement avec des toitures plantées, donc on a toujours de la terre au-dessus. Les bâtiments de logement individuels groupés, c'est des toitures, donc en tuiles. Non, il y a beaucoup de toitures quand même dans nos bâtiments et il n'y a pas... Je trouve que, mais là on va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais la modernité, c'est la mort de l'architecture. L'architecture est morte avec la modernité. Et ça, il faut qu'on en ait conscience. Enfin, pour moi, la mort de l'architecture, c'est la modernité. Le Corbusier, les machins, c'est des visions esthétisantes du travail de l'architecte. Et l'architecte, pour moi, ça doit d'abord être avant tout un maître d'œuvre, un constructeur. Il faut maîtriser la construction si on veut effectivement faire que l'architecture joue son rôle social, hein, j'entends. On méditera tes paroles, mais en dehors du séminaire, peut-être y a-t-il une question et puis
Et de nouveau, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Abid Farsak, ingénieur et architecte, et je veux dire créateur et producteur de produits de revêtement, surtout pour l'esthétique minérale, avec de l'ingénierie embarquée. J'ai une question double. La première, c'est est-ce que vous avez connaissance d'une caractérisation qui a été faite de la respiration des parois qui sont faites en pierre massive? Forcément, on sait que c'est un matériau de construction émérite et millénaire, mais il y a toujours une vision un peu technisante de dire est-ce qu'on sait comment ça vit par rapport aux façades modernes. Et la deuxième question, est-ce que vous avez une appréciation, avec ça un jugement, et vu votre expérience, vous pouvez vous le permettre, qu'est-ce qui fait que ce type d'architecture de construction n'est pas très recherché? Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce que vous estimez que finalement la vision moderne qu'on a du bâtiment et de la ville ait besoin de beaucoup plus une expression de l'industriel que de l'artisanal? Alors là, vous engagez un débat assez long. Je vais répondre à la deuxième partie. Bon, la première, on sait tous que la pierre respire, qu'elle a un rôle effectivement thermorégulateur, enfin hygrométrique, hygrothermique, régulateur. Bon, là, il y a des manuels entiers là-dessus, surtout avec les pierres calcaires, bien sûr, parce qu'avec les granites, c'est une autre question, et les pierres marbrières aussi. Mais si je peux répondre à la deuxième question, qui me paraît être effectivement importante, la question, effectivement, j'ai découvert en pérégrinant dans toutes les carrières, parce que évidemment j'aime bien aller fouiner les cailloux, et un jour, dans une des carrières, vous pourrez le voir aussi dans la carrière de Fontvieille, celle où Fernand Pouillon a pris ses pierres pour construire ses opérations d'Alger et ses opérations qu'il a faites aussi ici dans la région parisienne. J'ai découvert une machine qui découpait la pierre de façon automatique. Enfin, il y a des scies parallèles, etc., etc. On en trouve encore d'ailleurs dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile, à Noto, où on coupe encore la pierre parce qu'elle est relativement tendre. On en trouve aussi dans les Baléares. Bon, bref. Et cette machine était complètement rouillée là-bas au fond du front de taille, et je vois le carrier. Je lui dis, tiens, comment ça se fait? C'est quoi cette machine? C'est avec quoi? Il me dit, c'est avec cette machine qu'on découpait effectivement la construction de tous les bâtiments de l'après-guerre, donc la reconstruction, et notamment, en l'occurrence ici, c'était à Beaulieu, donc dans la région de Montpellier. Et donc il me dit, on a construit toute la paillade, ou une grande partie de la paillade, donc un des grandes opérations, grâce à notre pierre. Et je dis, alors bon, alors pourquoi vous avez abandonné? C'était trop cher et tout. Il me dit, bon, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est le lobby des industriels du béton qui ont réussi dans les années 60 à créer ce qu'on a appelé la politique des modèles. Donc, vous pouvez, ceux qui s'intéressent à l'histoire, la politique des modèles, qui effectivement alliait un système constructif donc élaboré par les industriels de la construction, donc on appelait ça la préfabrication lourde à l'époque, hein, et ces modèles, donc il y a eu le procédé Camus, d'autres, enfin je ne suis pas non plus historien, donc je ne connais pas tout, mais ces procédés permettaient, en alliance avec un projet architectural, d'être financés par le gouvernement. C'est-à-dire d'un seul coup, l'État, notamment pour les logements sociaux, n'a financé que les bâtiments qui étaient sous ce modèle-là. Et d'un seul coup, et on le voit à la paillade, allez visiter la paillade, d'un seul coup, on a arrêté la construction en pierre et on est passé au béton. Tout simplement parce que ça a été une décision politico-économique, et de ce fait-là, l'invasion de toute la science de la construction par effectivement les procédés industrialisés, etc., etc., dont on nous a vendu qu'ils allaient nous permettre d'aller vers un bonheur de plus en plus rayonnant chaque jour, et dont on constate aujourd'hui qu'on a tué la Terre, on a tué le climat, on a tout tué à cause de l'industrialisation. Donc il faut effectivement absolument revenir à une décence dans la construction et à retrouver effectivement une harmonie dans l'utilisation des matériaux naturels et non pas d'une préfabrication. Même quelqu'un comme Jean Prouvé, qu'on cite toujours comme étant l'industriel, enfin le type qui a montré. Non, Jean Prouvé disait une chose, il faut industrialiser un bâtiment.
Il faut le rendre. C'est un bâtiment, c'est bâtiment par bâtiment. C'est-à-dire il faut le raisonner comme quelque chose donc d'opérationnel. Et c'est ce qu'on fait, nous, avec nos bâtiments. Quand on construit en pierre, on pourrait dire qu'on est un peu industrialisé parce qu'on va rationaliser effectivement la façon d'utiliser le matériau. Mais il est certain que là, le fait d'utiliser le même matériau de partout de manière standard, effectivement, est une... D'abord, ça tue l'identité locale. Hein. Je cite toujours cet exemple. Donc, je parle toujours de, bien sûr, Marcel Duchamp avec sa pissotière, là. Et je dis toujours, ben ouais, lui, grâce à lui, on peut dire que les Inuits pissent de la même manière que les Pygmées. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, c'est pas à la même hauteur, c'est pas le même climat non plus. Hein, se poser les fesses nues sur un machin, c'est pas. Merci Gilles. Ça marche pas dans le Nord. Hein. Bon, enfin bref, sans entrer dans des tas de détails, vous voyez qu'il y a quand même derrière l'industrialisation du monde, il y a effectivement la destruction du monde. Alors je fais un peu vite, parce que sinon. Non, mais bien sûr. Moi, ce que je vais faire avant de prendre une autre question, je vais demander à Laurent Lehmann de rejoindre peut-être tout de suite l'estrade pour installer sa présentation. Et puis on prend encore une ou deux questions pour rester dans le tempo, s'il y en avait. Pardon. Oui, bonjour, Virolo architecte. Bonjour, ça va bien. Bonjour. Non, c'était juste de savoir, dans la construction des blocs en pierre, là, est-ce que l'assemblage, est-ce que vous avez besoin de traiter un joint en façade? Oui, bien sûr, pour l'étanchéité entre les pierres. Ah oui, et vous le traitez comment, là? Eh bien, avec de la chaux. Ouais, d'accord. Tout C'est pas un simplement. petit mélange Chaud avec un granulat que nous, c'est ce que je dis toujours, on Mais de la utilise la chaux poussière du sillage de la pierre. La chaux aérienne, alors? Oui, oui. Ouais. Une dernière question dynamique. Il n'y aura pas de pause jusqu'à 12h45, c'est pour ça que les temps de questions, c'est pour réactualiser le cerveau. Et puis on prendra le temps d'écouter M. bonjour. Lehmann après. Pierre Lévy, architecte. Vous dites que juste, c'est une question, mais la modernité, c'est la mort de l'architecture. Et non, je ne vais pas pour des heures. Hein. Mais c'est juste que, disons que traditionnellement, la pierre était utilisée plutôt, disons, pour des bâtiments d'exception, pour des lieux de culte ou pour des lieux de pouvoir. Il y a eu évidemment toute une architecture vernaculaire en pierre. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la modernité quand on parle justement des machines qui ont permis une sorte de semi-industrialisation de la pierre? C'est aussi la modernité qui permet de construire en masse en pierre et qui a permis la reconstruction, etc. Donc, juste par rapport à ça, je ne sais pas quelle est votre position. Oh, j'ai besoin d'avoir une position hein, par rapport à ça, donc c'est pas obligatoire, non? Non, c'est une réflexion intéressante, oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Enfin, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est une forme de réponse. Une dernière question, et puis si la présentation de M. Lehmann est installée, s'il y en avait, sachant que... Voilà. Bonjour, Elsa Neuville, architecte. Juste une question sur le traitement de la façade. Est-ce que vous posez les pierres brutes de sillage ou est-ce que vous appliquez, enfin, vous avez un traitement après, un ravalement ou quelque chose brut de sillage? Ah oui, oui, oui. Enfin, alors, il y a des architectes, d'autres confrères qui construisent aussi en pierre massive et que ça leur arrive de faire... moi, j'aime bien utiliser le matériau tel qu'il est, brut, tel qu'il se présente, parce qu'il a toujours la marque de la façon dont il a été fabriqué et tout. D'autres les font polir ou poncer et tout, mais il n'y a jamais aucun traitement de surface, non. D'accord. Et une toute petite dernière question, comment vous affranchissez du DTU des parois maçonnées en petit appareil qui imposent un chaînage? Alors, si vous avez bien lu le DTU, il ne l'impose pas. C'est faux. C'est faux. Le DTU 20.1 dit tout simplement le chaînage d'angle est réalisé par le harpage des pierres. Lisez-le bien, vous verrez. Et c'est ce qu'on fait. Le harpage des pierres suffit. Alors évidemment, ça peut condamner une certaine expression moderniste, parce qu'évidemment, vous avez les architectes, ils cherchent tous à faire des fenêtres d'angle. Alors évidemment, c'est une bêtise. Hein, la fenêtre d'angle, ça ne marche pas. Donc il faut effectivement avoir un harpage à l'angle.
Et si vous avez un harpage, vous savez ce que c'est que le harpage, hein, la superposition des pierres comme ça, vous n'avez pas besoin de pierre, de béton. Ça, c'est des histoires qu'on vous raconte. Il faut vous battre, il ne faut pas vous laisser faire. Moi, la plupart du temps, quand j'ai un bureau de contrôle qui me dit qu'il faut un harpage béton armé à l'angle, je lui dis OK, là, vous avez une lettre, hein, vous la signez, et vous me dites que c'est vous qui prenez toute la responsabilité des dégâts futurs d'une telle imbécilité. Voilà, vous signez là en bas. Ils ne le font jamais. Donc, je construis sans béton armé aux angles. Surtout pas. Surtout pas, parce que vous affaiblissez justement la condition de harpage. Puisque vous faites un trou à ce moment-là, vous mettez du béton dedans. Donc, dès que ça bouge, ben, ça claque. Donc, n'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, et les grands sismologues le disent, la construction en pierre, c'est une construction souple. Il ne faut surtout pas, effectivement, raidir les assemblages, sauf éventuellement au niveau des joints, parce que c'est nos anciens qui nous l'ont enseigné. Hein, vous allez en Grèce, en Égypte et tout. Effectivement, on peut avoir des calages, des blocages qui n'arrêtent pas le mouvement, mais le diminuent. Hein, vous savez que chez les Grecs ou les Égyptiens, je ne sais plus, mais là, je ne suis pas trop... On a découvert qu'effectivement, les éléments métalliques qui pouvaient servir effectivement d'arrêt des mouvements horizontaux des pierres étaient constitués de bronze entouré de plomb. Et c'est excessivement intelligent, parce que qu'est-ce qui se passe? Les premiers mouvements, le plomb se déforme et est arrêté à un moment donné par le bronze. Donc ça, c'est de l'intelligence constructive. Vous voyez? Mais arrêtez vos harpages en béton, c'est de la connerie. On restera sur cette intervention. Gilles, merci beaucoup pour ce temps consacré.